Allez, c'est parti. Ah merde, j'ai pas de bière. C'est la phrase la plus Alex Servo de tous les temps. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui très souvent, plus parfois qu'il ne le faudrait, a recours à son petit écran pour découvrir les nouveautés venues du grand et beau monde d'Hollywood. D'ailleurs, c'est même pas de notre faute, puisque désormais, les grands diffuseurs de la SVOD que sont Hulu, Amazon ou Netflix se piquent, on le sait bien, de produire leurs films à eux. C'est le cas avec Bright, signé par David Ayer, dispo depuis peu sur Netflix, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor de petites fées tombées du ciel pour atterrir tout droit ici à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Not in my name. Alexandre Arvo, salut Alex. Salut. David Honora, salut David. Coucou. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 115 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Bright, c'est donc l'histoire de Daryl, un policier du LAPD incarné par Will Smith qui se retrouve au cœur d'une controverse qui agite son monde puisqu'il devient le coéquipier du premier policier orc de l'histoire. Oui, un orc, vous avez bien compris. Car l'univers de Bright a cela de différent d'une autre que les humains vivent aux côtés des elfes, des fées et des orcs. Donc, ce flic plus verdâtre ou grisâtre que la normale est interprété par Joel Edgerton. Il s'appelle Nick et lui et Daryl vont devoir réussir à trouver un terrain d'entente et essuyer bien des hostilités pour percer un jour une menace maléfique qui plane sur leur petit monde. We might be in a prophecy. We're not in a prophecy. We're in a stolen Toyota Corolla. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est David Ayer à qui on doit Fury, mais aussi le très éprouvant Suicide Squad, ça vous place un peu la barre. Et au scénario, c'est Max Landis, le fils du grand John, qui avait notamment déjà signé le scénar de Chronicle il y a quelques années. Ce Bright, verdict, messieurs. Daniel. Non, t'as Alexandre, oui. Je veux juste faire un truc, c'est la première fois que j'entendais le pitch prononcé comme ça à haute voix et en français. Donc évidemment, il est high concept, comme on dit, ou high very connery. Mais c'est surtout que quand tu l'as dit, quand tu as parlé d'un coéquipier orc, j'ai tout de suite imaginé un truc genre sauver Willy en buddy movie. Et je trouve que ce serait une idée formidable, de la même façon qu'il y a eu Chuck Norris avec un partenaire clébard. Tu devrais la vendre à Netflix. Hein. Je pense que tu peux y aller. Hein. Ou à Fair Play. Tu n'as pas le droit contractuellement de parler de Fair Play. Alexandre, je te le rappelle. Studio. Tant que tu y es, tu peux nous parler de ton ressenti sur le film. Du coup, j'ai jeté commencé sur le micro pour. J'ai commencé en douceur parce que le truc, c'est que c'est un film qui avait interpellé quand il avait été annoncé en mars 2016. C'est la première fois que Netflix s'aventurait sur le terrain du tentpole movie, comme on dit, du blockbuster ultra friqué, etc., avec une énorme star attachée, Will Smith, donc. Et surtout, c'était le bon vieux retour de l'inflation des scénarios achetés, avec ces batailles de studios qui tirent la bourre pour mettre les mains sur les droits d'un scénario, un spec script, comme on dit, c'est-à-dire un scénario que Max Landis a écrit sans qu'on lui commande, un truc fait vraiment de son côté. Et qu'il avait vendu, mine de rien, pour la bagatelle de $3 millions. Quand on voit le résultat, on se dit putain, c'est quand même cher payé. C'est une VR, c'est pas possible. Hein, c'est pas. Oui. Ils ont pas retouché le d'ailleurs, scénar. il dit depuis, alors à tort ou à raison, enfin peut-être qu'il pipote un peu, mais certaines répliques du film qui passent mal, il s'en défaut sur Twitter en disant que c'est pas lui qui a écrit ça. Enfin bref. Mais le fait est que voilà, il y a eu une excitation légitime autour de ce projet-là au début. Bon, quand on voit le résultat, effectivement, je pense que je vais pas contredire mes camarades en disant que c'est quand même assez raté, mais il y a le assez qui change tout parce qu'effectivement je pense que le film n'est pas la bouse intersidérale et surtout n'est pas le pire film de 2017, contrairement à ce que pour faire du clic certains sites ont dit. Il y a eu des critiques assassines très drôles à lire, mais objectivement dans une sorte d'opération de démolition en règle du film parce que c'était le blockbuster de Netflix. Ok, Okja c'était génial, c'était à Cannes, ils avaient gagné des points là-dessus. Autant là, c'était la cible facile presque sur laquelle se défouler. Surtout après la grosse merde qu'était Suicide Squad. Donc, les victimes étaient toutes trouvées. Et Max Landis, c'est un peu insupportable. Je vois pas la différence, moi, entre Suicide Squad et ça, et Bright, mais vraiment. Hein. Il y a le même acteur en plus. C'est ça pour moi, c'est un film de David Ayer, mais 300%. Hein. Je sais pas, disons qu'il ruine pas grand chose d'autre que son propre potentiel. C'est-à-dire que dans Suicide Squad, en fait, dans Suicide Squad. C'est mieux parce qu'il s'attaque pas à un mythe qu'on aime tous. C'est ça. Il abîme rien d'autre. Mais bon, je vais laisser la parole. Mais du coup, moi, le seul truc que je trouve fou dans ce film, bon, il a 10 milliards de défauts dont on va parler, mais je trouve que le pitch de base et l'univers
qui nous est esquissé à travers quelques plans du film, notamment des plans larges où si on regarde bien, on voit qu'il y a un dragon qui vole dans les cieux angelinos, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant. Non, ça ne pose pas de problème. Moins que les références à Shrek, par exemple. Mais ça, c'est chez Will Smith, tu vois, c'est déjà depuis I Am a Legend ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, donc, Mais non, ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a une frustration. On se dit, ok, ils ont voulu faire un buddy movie hardcore, le temps d'une nuit qui dégénère, etc. Mais au final, le potentiel de base n'est pas du tout exploité. Et il y a quelque chose que Max Landis, qui d'ailleurs va être un petit peu écarté, je pense, de la suite pour des raisons diverses et variées. Il y a un truc que Max Landis, quand il a commencé à faire le teasing du film en 2016, il a dit de manière un peu, on va dire, égo-boostée, présomptueuse, que c'était potentiellement son Star Wars. Ouais. Voilà. Évidemment, on peut en rigoler. Son Star Wars épisode 1. C'est ça. Mais quand il a dit ça, j'imagine que derrière son ego ou sa naïveté, il imaginait peut-être que du coup, ça pouvait être un univers dont il allait pouvoir faire plein de choses, dériver aussi bien des suites que des préquels, voire des romans, voire des jeux, etc., etc. Et pour le coup, malgré le côté tête à claque de ce mec-là et malgré l'échec du film, échec que je dirais critique, hein, parce que ça cartonne sur Netflix, et ben je suis quand même client de voir d'autres histoires dans cet univers-là, mais si possible, pas écrit par Max Landis et pas réalisé par David Ayer. C'est dommage, c'est lui qui fait la suite. T'as raté. C'est qui l'écrit. Je rejoins complètement Alex sur deux choses. Ce film a deux qualités essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas Batman dedans. Donc déjà, c'est un bon point. Et la deuxième, c'est que c'est vrai que si on prend l'idée d'un mythe, des races diverses, ça a déjà été fait donc dans Alien Nation, donc un bon classique du cinéma. Et c'est plutôt quelque chose dans lequel on est client. Enfin, je veux dire, même Valérian, il s'est essayé cette année pour citer un autre film à peu près du même acabit que Bright. Et passer ça, c'est tout. Le problème, c'est tout le reste. Et alors bon, évidemment, on peut citer Will Smith qui joue en mode automatique. On l'a jamais vu en mode aussi automatique depuis iRobot. Il balance vraiment ses répliques de manière comme un petit robot. Et en plus, il hoche la tête de manière à essayer de se faire aimer, comme dans Le Prince de Bel-Air. C'est assez touchant parce qu'il a pas compris que ça marche plus à 50 piges. Raconter l'histoire du monde, là. Non mais depuis After Earth, plus personne le croit. L'orque à côté. C'est nul. Et alors, enfin, tout le problème des races différentes. Bon, il y a un vrai problème sur cette métaphore. Et j'ai absolument rien contre les métaphores sur le racisme dans le monde SF. Il y a des très bons films qui ont déjà été faits avec des métaphores là-dessus. Et je pense par exemple à District 9 que j'adore. District 9 qui est vraiment bon et qui. 12 Years a Slave. Quand ils ont trouvé ces histoires de fouet, moi je sais pas où ils sortent ça, mais. Privez-le de bière, s'il vous plaît. Non, il y a vraiment des bons films autour de. Et là, le premier truc qu'on voit de ce film, c'est une fée qui se fait tabasser. Et la fée se fait tabasser par Will Smith à coup de balai. Et il a cette réplique horrible. Il dit Fairy Lives Matters. Et alors, non, il dit Fairy Lives don't matter. Don't matter, pardon. Ce qui est le contraire. To me. Il dit Today. Ah bon? Je crois. Okay. À vérifier sur Netflix. On a envie d'effacer ce film. Netflix pour moi. Mais du coup, il est en train de faire le Black Lives Matter. Enfin, vraiment, c'est de la référence tellement gratuite. C'est pour beaucoup de gens, c'est too soon déjà aussi. Et est-ce que vraiment on a envie de voir ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir une métaphore des Noirs de Los Angeles mis en orque? Moi, personnellement, non. Et quand viennent les vrais racailles, les vrais gangs, il y a un mec en fauteuil roulant qui débarque. Mais cette scène, le mec en fauteuil roulant, il joue badass du genre, je suis menaçant, il est dans son putain de fauteuil roulant, et tous les autres derrière, mais ils jouent comme dans les clips des Inconnus, quoi. Ils sont vraiment nuls à chier. Oh là là, ce film. Mais là, c'est même plus le problème parce que tout le truc, oui, en fait, il y a pas tout le problème de dire c'est son Star Wars, si tu veux, c'est que moi j'ai déjà le problème de l'univers en question, j'y crois pas une seconde. En fait, le truc, c'est qu'ils sont censés. La baguette magique, t'y as pas cru? Je parle même pas de ça, je parle vraiment en fait justement des milieux et de la façon dont en fait chaque race en fait, si tu veux, que ce soit les elfes, les orques, en fait, se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire que ça fait 2000 ans en gros que en gros les humains et les orques interagissent entre eux.
Et en gros, si tu veux, on veut nous faire croire que ça ressemble à Los Angeles d'aujourd'hui, juste en fait à la place des SC ou des blacks, en fait, c'est des orques en fait qui portent les couleurs des gangs, tu vois, c'est juste ridicule. Et les orques qui te regardent, genre ouais, t'as vu. Et donc les Richards, c'est les elfes, tu vois, voilà. Donc c'est juste ridicule. Donc bon, déjà, tu vois, donc ça sert à rien de faire passer un putain de dragon derrière que j'avais même pas vu, tu vois, parce que voilà. Surtout, c'est d'autant plus ridicule que il y a, comme tu dis, l'histoire, enfin, ces différentes races cohabitent ensemble et donc on reproduit des schémas de notre société. À nous. Sauf que dans le film, on a l'impression qu'ils le découvrent dans la première scène du film. Avec le spectateur. Et c'est ça qui fonctionne pas. On n'y croit pas parce que tout paraît fake. Tout paraît. Aujourd'hui, on a décidé de s'inquiéter du racisme. Alors parce qu'au bout de 2000 ans, en fait, c'est la première fois qu'il y a un flic. Orc, tu vois, voilà. Donc voilà. Mais le truc, en fait, c'est donc c'est écrit. Je t'ai dit, c'est une V1 ce film. Et l'autre truc, c'est que en fait, moi, on m'a vendu. Alors, on m'a vendu. Non pas que c'était une grande vente, mais on m'a vendu Training Day Cross Seigneur des Anneaux, tu vois. Alors, c'est vrai qu'il y a les twists de Training Day. Ouais. C'est les mêmes twists. Il s'est pas foulé. Alors que moi, j'avais l'impression de regarder, je sais pas moi, tu vois, le flic de Beverly Hills Cross Eragon ou un truc comme ça ou Willow, quoi. Tu vois. Enfin, c'est vraiment cheap, quoi. Et après, est-ce que c'est le pire film de l'année ? Je sais pas. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment c'est l'année du classement au podium ? Moi, je veux dire, c'est l'année du film de Sean Penn quand même. Je l'ai pas vu. Ah non mais faut le voir pour le croire. Ce que je sais sur un film comme ça, c'est que comment dire, tiens, vous me faites perdre le fil, les mecs. Sur un film comme ça, le problème, c'est que tu te retrouves en fait avec un 90 millions. Où tu sais pas où ils sont, quoi. Ouais, juste littéralement, tu sais pas où ils sont. C'est-à-dire que voilà. Donc avec Will Smith, effectivement, en roue libre, ça on l'a dit, et avec une espèce de comment dire, d'univers pas mis en place, juste en fait on te défait en fait les trucs qui ont été faits avant par David Ayer. Pour moi, le problème, c'est, alors j'ai vu pas mal de gens dire en gros quand même le concept, high concept, il est pas mal, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était une fausse bonne idée, tu vois. Parce que quand les mecs découvrent le film, ils se disent que c'est une fausse bonne idée. Mais pour moi, c'était déjà une vraie idée de merde d'entrée de jeu. Et enfin, c'est comme si tu peux croiser n'importe quoi à ce compte-là, en fait, si tu veux. Mais ça m'a fait penser ce que je disais à David avant qu'on enregistre. En fait, ça m'a fait penser à cette scène dans les Bidochons là où Raymond en fait propose à ils sont assis à table. Attends, ils sont assis à table et lui dit tu veux de la crème fraîche avec ton lard à l'huile. Et le mec il fait bah oui, c'est évident. Et du coup, c'est comme si ça se mélangeait bien juste parce que c'est deux éléments qu'il aime bien. J'aime bien les films d'heroic fantasy, j'aime bien les polars, donc bon, j'aime bien les tartines dorées. Donc vas-y quoi. On y va quoi. Et le truc c'est que du coup tu te retrouves avec ce film qui est complètement un mariage, comment dire, littéralement contre nature, je trouve. Et ils vont chercher, pour moi, le cinéaste qui est peut-être le cinéaste le plus ouvertement bête en fait quand je regarde ces films, tu vois, j'ai l'impression de voir des films d'imbéciles, tu vois, comme parce que on cite Fury ou truc comme ça, mais le mec il a fait Sabotage, bien sûr, il a fait Bad Times, mais j'allais pas faire tout le quand même, il faut prévenir les gens. Il a écrit Training Day qui est déjà un beau sabotage, quoi. Donc voilà, donc le problème c'est que on fait du bashing là, mais c'est vrai, mais le truc c'est que voilà, pour moi ce mec là c'est en fait s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas rendre ce concept stupide intense ou un peu intelligent, c'était David Ayer, et il a réussi son coup. Ce qui est bizarre en plus, c'est que quand on réfléchit à sa filmo, il a surtout signé End of Watch, qui est assez sympathique, et qui est un buddy movie flic à Los Angeles. Restons en black raciste. Non mais c'est avec Jack Gyllenhaal et Michael Peña, et donc c'est nul, c'est nul. Il y a quelques trucs bien dedans, mais effectivement c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon il y a quelques trucs bien dedans, mais ça a le mérite d'être. Ça m'avait rappelé cette excellente série pour le coup qui s'appelait Southland et qui pareil se passe à Los Angeles avec ce côté un petit peu caméra embarquée, côté hyper réalisme, et le problème c'est que le fait qu'il fasse ensuite 3-4 ans plus tard comment s'appelle ce putain de film, Bright, et en fait c'est comme si tu demandais à George Lucas de réaliser Spaceballs, tu vois, de réaliser sa propre parodie, la propre parodie d'un film qu'il a fait avant. C'est considéré comme une parodie, c'est tout le problème. Alors, ceci dit, c'est intéressant que tu évoques ça, parce qu'il y a un truc, c'est que donc on sait qu'il y a les critiques négatives, on sait qu'il y a une suite qui est mise en chantier. Et alors moi hier, on enregistre hier, donc ils ont annoncé la suite en faisant une petite vidéo virale. C'est ce que je disais à Daniel avant qu'on commence à enregistrer. Et en fait, dans cette petite vidéo virale, c'est en gros, si tu veux, des faux castings d'orques, donc avec leur gueule de pain
offre, tu vois, habituelle, quoi. Et non, mais que t'as vu dans le film, quoi, tu vois, et qui sont en train de faire toutes les blagues que toutes les critiques ont faites, en fait, si tu veux, et qui les intègrent, en fait. Donc, du coup, les mecs, ils sont déjà dans leur propre truc, en train de parodier leur univers qui est déjà un cynisme fou. déjà pas mis en Peut-être que place, pour tu vois. 90 millions, ils ont eu droit à 2 films, en fait. C'est ça, c'est ça l'idée. Après, finalement, le côté pire film de l'année, ça peut aussi être un trophée pour Netflix, à la manière de, on retrouve toutes les suites de Sharknado sur Netflix. Bon, faut peut-être pas s'amuser à les faire à chaque fois avec 90 millions de dollars, mais ça fait cher, la blague. À la limite, pourquoi pas développer une franchise comme ça. Après, il y a aussi un truc, c'est que il y avait 2 trucs. Je voulais d'abord rebondir sur ce que disait Alex sur End of Watch. Et effectivement, moi, quand je vois End of Watch, je me dis, vaut mieux pas que le mec s'aventure déjà qu'il a raté son film de base, en plus rajouter les personnages du Seigneur des Anneaux en supplément, quoi. Enfin, il va encore plus galérer. Et l'autre question, c'est que mine de rien, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, mais quand on découvre un film chez soi à la télé, moi, mon niveau d'exigence est peut-être un petit peu en dessous de quand je vais le voir au cinéma ou quand je me déplace, etc. Ah, mais si j'avais payé pour voir 2 heures de ça, ça aurait été... T'as payé pour voir 2 heures de ça. T'as un abonnement. Et du coup... Souvent chez les bonnes séries et les bons films. Et du coup, t'es dans un truc où, en fait, presque la médiocrité et dans la démarche d'investissement de Netflix n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire que c'est du contenu, c'est-à-dire que même si les gens trouvent ça nul et au contraire vont enrichir leur expérience en trouvant à quel point c'était nul et en parlant sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme sur le Twitter français quand les gens ont découvert la série Marseille, où plein de gens se sont amusés à hater la série. Marseille, et finalement, saison 2 arrive d'ailleurs dans 2 mois. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de l'expérience. Alors oui et non dans ce que tu dis, je pense. Je vais te dire pourquoi. À mon avis, en fait, si tu veux, ça c'est ce que tu as raison avant que le film arrive. C'est-à-dire, je pense littéralement que Netflix se fout en fait de savoir. En fait, il se pose pas. En fait, oui, mais il se pose pas. Je pense qu'il se pose pas en juge en fait, si tu veux, de qu'est-ce que les gens veulent voir ou pas voir en fait, si tu veux, et qu'est-ce qui pourrait poser un problème moral, on va dire entre guillemets. On en parlait, pareil, hors antenne, donc je reprends. On parle beaucoup. On parle beaucoup en antenne. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce qu'on disait. En fait, le truc avec cette problématique de moralité, c'est que dans n'importe quel film de studio, ça aurait été un film Warner, un film machin, la scène où Will Smith se retourne et il bute 5 flics sont sourcillés sur une présomption en fait, si tu veux, de corruption. Ça aurait été coupé en fait et modifié et justement passé sous la moulinette du moralisme en fait, juste pour voir en fait, si tu veux, parce que tout simplement de peur de perdre le spectateur en fait. Là. On va dire, c'est un peu ton réflexe, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est heureusement que j'ai pas payé. Mais en fait, c'est ça la logique de Netflix. La logique de Netflix, c'est vous avez payé, donc de toute façon, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est vous le foutre en avant dans le flux. Et en fait, vous allez le regarder parce que vous savez qu'on a dit que c'était un événement. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que, à mon avis, la question de la qualité va se poser, en fait, sur les retours qu'il y a maintenant. C'est cette petite vidéo virale, en fait, qui, en gros, si tu veux, le contenu, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de moment faux casting. C'est les mecs, en fait, ils reprennent toutes les critiques qui sont genre, ah ouais, moi ça m'a fait penser à Alien Nation, justement, parce que c'est toutes les critiques en parlent. C'est Los Angeles Future Media, c'est ça, je crois, ou Future Media Los Angeles, je sais plus. Et en fait, en français, et ils énumèrent en fait toutes les critiques. Et en fait, ils les retournent en faisant genre, bah on le savait, tu vois, on était là et tout, bah on le fera pas dans le prochain. Donc du coup, en fait, il y a une raison pour laquelle ils ont pas repris McLandis, qui est apparemment une raison Weinsteinesque, si j'ai bien compris, puisque il a aussi du tripotage et du sur le dos, quoi. Mais je pense pas que, en fait, je pense pas vraiment que voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a pas que ça. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc de, effectivement, David Ayer. En fait, maintenant, c'est lui qui a mené le projet à bien. Et donc il récupère, c'est aussi un scénariste, donc voilà, il récupère le truc et il le fait. Mais pour eux, c'est une très très bonne affaire. On en parle. Les gens vont peut-être se faire des avis. Moi, c'est un film, et d'ailleurs notre conversation me fait réaliser ça, c'est que les concurrents de Netflix, c'est pas Warner et Disney. Les concurrents de Netflix, c'est YouTube et Facebook. C'est les trucs qui prennent du temps aux gens et donc leur problématique, c'est de faire du contenu, et la question de la qualité, en tout cas la manière dont on l'appréhende en tant que critique de cinéma, est pas forcément encore très adapté, même si on est sur des formats équivalents et des séries et des films. La logique, ce qu'il faut, c'est
occuper les gens pour qu'ils renouvellent leur abonnement à la fin du mois sans même s'en rendre compte, comme Daniel qui croit qu'il ne paye pas. Mais c'est tout l'enjeu, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant parce que globalement on est tous d'accord pour dire que c'est un gros film de merde, mais c'est surtout en fait comme les studios en produisent un paquet depuis des années, tu vois, le seul truc c'est qu'en fait pour eux, là où la donne elle a complètement changé en fait, c'est qu'on peut s'attendre à voir ça chez eux, chez toi en fait, le jour de la sortie en simultané partout dans le monde, ce qui est quand même un truc que les studios ont essayé de faire il y a déjà 20 ans avec le pay-per-view, ce genre de choses, et qui se sont complètement plantés. Et là tu l'as sous-titré, tu l'as redoublé, ce qui est très intéressant, c'est que du coup tout le monde en parle, même si c'est pour dire que c'est nul, et du coup si t'es pas abonné, tu te sens frustré de pas participer à l'expérience collective. Moi j'ai l'impression d'en avoir entendu plus parler par exemple dans les films, les grosses sorties de la fin de l'année. Hormis Star Wars, j'ai l'impression d'en avoir plus entendu parler que Jumanji par exemple, même si c'est un gros carton en l'occurrence. Mais c'est ce que fait Netflix, c'est qu'avec un film, même un film pourri, ils ont remis au goût du jour le Water Fountain Show. C'est le truc dont on parle devant la machine à café le matin, quoi. Et sauf que Bright, ça sera intéressant quand les mecs, ça sera intéressant de voir débarquer surtout le Scorsese par exemple, ce genre de choses, pour voir en fait à quel niveau. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a au moins, il y a un truc d'égalisation aussi, on va dire entre guillemets des artistes dans ce genre de logique. À partir du moment où on leur lâche la bride, en tout cas pour le premier film, c'est que finalement, en fait, chez Netflix, tout le monde est égal. Et en fait, en gros, si tu veux, c'est ton niveau de qualité qui va donner un éventuel film de qualité. Donc, quand on parlait d'Okja, c'est parce que les mecs, ils ont lâché la bride à Bong Joon-ho. On peut espérer ça avec Scorsese, et s'il se plante, ça sera de la faute de Scorsese, tu vois, si le film est mauvais. Et bon, David d'ailleurs, on le savait, mais voilà, tu vois, donc c'est ça, c'est intéressant, ça remet le truc en place, mais j'ai toujours ce même putain de problème avec Netflix. Moi, j'ai envie de voir, si c'est des putains de bons films, j'ai envie de les voir en salle, quoi. J'ai pas envie de les voir sur mon iPad. Façon, un problème. Avant de se quitter, messieurs, c'est la tradition dans nos ciné, quelques recommandations. On peut rester dans le simili fantastique, on pourrait dire, comme elle a tenté de le faire David d'ailleurs, mais comme d'habitude, vous êtes totalement et intrinsèquement libre, Stéphane. J'ai pas de recours. T'as pas de recours sur Non, en fait, j'essaie de chercher un buddy movie dans ma tête, mais le truc, c'est qu'en fait, j'en ai pas. La chèvre, l'arme fatale. Ouais. Le dernier Samaritain. Non, mais que des films, en fait, que tout le monde connaît, donc c'est un petit peu con de. J'essaye de trouver un putain de buddy movie dont je reviens à toi à la fin si jamais t'as une illumination. Alexandre. Alors moi je vais conseiller un film écrit par Max Landis. Et oui, désolé, mais pas complice. Bon, attention, j'ai pas touché. C'est Victor Frankenstein. Victor Frankenstein, film passé assez inaperçu à sa sortie il y a 2 ans, en 2015, et qui en fait raconte, c'est je pense, 100e film sur le mythe de Frankenstein, sauf qu'il le raconte sous l'angle du point de vue de Igor. Donc, qui est incarné par Daniel Radcliffe et qui donc est le serviteur du professeur Frankenstein, qui est lui incarné par James McAvoy. C'est réalisé par l'anglais Paul McGuigan, qui avait réalisé à la fin des années 90 Acid House, autre adaptation assez drôle après Trainspotting d'un bouquin de Irving Welsh. Et ce film-là est complètement barré, bourré d'idées débiles, conspué par la critique, gros bilan en salle et tout, donc voyez-le forcément. Ok, pas mal. Daniel. Alors écoute, on va quitter le fantastique, on va rester sur Netflix parce qu'on leur a bâché leur film à 90 patates. Oui, mais s'en foutent. Encore une fois, Daniel a payé. Oui, on leur a gâché leur film, mais ils continuent d'avoir de bonnes productions et je suis parfois surpris même. J'ai fini Punisher aujourd'hui et Punisher est regardable. De tous les séries Marvel sur Netflix, c'était la plus regardable. Et je voudrais quand même mettre un spotlight sur un film Netflix que j'ai adoré, et c'est pas le Bougenou, j'ai beaucoup aimé Okja, mais j'ai adoré Meyerowitz Stories. Michel Bourgenou. Toi, tu vas finir en prison. Quand tu penses qu'il lui faut qu'une bière, en fait. C'est fou quand même. C'est ça qui est fou. Meyerowitz Stories de Noah Baumbach avec Adam Sandler, Ben Stiller et Dustin Hoffman. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et pourtant c'est une histoire très simple de famille, comme peut les faire Noah Baumbach. Enfin, il fait un film vraiment là, ça n'a pas coûté 90 millions, mais c'est un film qui m'a vraiment touché. J'ai adoré, quoi. C'est une histoire de famille new-yorkaise, juive new-yorkaise typique, et voilà. Et je trouve ça cool quand même qu'ils permettent aussi à des gens comme Boujoun et à Noah Baumbach de s'exprimer, et ça dépend pas forcément que des millions qu'on fout sur la table, c'est aussi le script.
David. Et moi, je vais recommander une série auquel je pense pas mal quand je vois les. Je crois que quand tu disais quand je vois Alex Servo, mais quand je vois Alex Servo, non, c'est pas une série Alex Servo. Quand je vois Kunta Kinte. quand je vois End of Watch ou quand je vois Bright, en tout cas quand je vois des flics patrouiller dans les ruelles de Los Angeles ou d'un simili Los Angeles, c'est la série The Shield que sûrement beaucoup de gens ont déjà vu, mais qui en même temps est pas si souvent cité dans le top du top des séries à côté de The Wire ou des Sopranos. Ouais, parce que peut-être notamment parce que c'était pas sur HBO. Je trouve que ça a pas l'aura de ces grandes séries cultes et indispensables. Et pour moi, ça en fait partie. Et ça définit, en tout cas dans cet univers particulier, à mon avis, une esthétique et un ton aussi, une manière de développer et de construire des personnages assez tragiques que je trouve extraordinaire. Donc si vous avez jamais regardé The Shield, essayez d'en regarder les 2-3 premiers épisodes. Si ça vous plaît, vous allez adorer, je pense. Stéphane, est-ce que t'as retrouvé quelque chose? J'ai retrouvé un petit buddy movie pas connu là. Le Muppet Show. Qui s'appelle Busting en fait. C'est un film de Peter Hyams des années 70 et en gros c'est alors Elliot Gould et Robert Blake qui sont deux flics, voilà, c'est du proto entre guillemets arme fatale, ce genre de choses quoi, mais assez bien foutu, assez rythmé. Ça n'a pas coûté 90 millions, ça c'est sûr. C'est vraiment à l'ancienne, années 70, donc assez macho, assez comment dire, assez vénère, mais c'est pied au plancher. Et voilà, c'est un petit buddy movie en français, je crois que c'était Les Casseurs de Gangs, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça, mais je regarde sur IMDb, mais je suis pas sûr du titre, je sais pas si c'est le titre québécois ou quoi. Mais voilà, moi je l'ai découvert en fait récemment. En fait, j'ai acheté le Blu-ray US. J'ai acheté le Blu-ray US en fait que j'ai découvert il y a 3 mois, donc voilà, ça m'était un petit peu sorti de la tête parce que c'est pas non plus un grand film, mais c'est plutôt un film cool. Quoi. Mais c'est plus cool que Bright, on aura bien compris. Voilà. Notre temps est écoulé. Merci à tous les 4, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.